le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranucci est, comment dirais-je, est responsable de la mort de la petite Rambola. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort Ranucci. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranucci était coupable, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort ? Ce 3 juin 1974, il fait très chaud sur Marseille. Les enfants de la cité Sainte-Agnès, comme la plupart des enfants des cités de Marseille, jouent dans le parc. Il y a là une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 6 ans. Leur mère, du haut de l'appartement, entre deux vaisselles, de matelas qu'elle retourne, que sais-je, les surveille. Mais enfin, elle les surveille contre quoi ? Vous voulez me dire ce qui peut arriver dans une cité marseillaise le jour de la Pentecôte, sous un magnifique soleil, il est 10 heures et déjà le soleil cogne. Une voiture entre lentement et s'arrête à la hauteur du petit garçon et de la petite fille. Un homme dit qu'il a perdu son chien. Un chien noir. Et il demande à la petite fille si elle veut bien l'aider à retrouver son chien. Quant au petit garçon, il part en courant pour voir dans la cité si le chien noir n'est pas là. La petite fille s'installe dans la voiture à côté de ce jeune homme aux cheveux bruns. Pour la petite fille, c'est une aventure de monter dans une bagnole. Son père n'a pas de voiture. C'est l'aventure du jour d'aller rechercher le petit chien noir. Elle a accepté, malgré les conseils de ses parents, qui, comme tous les parents du monde, disent à tous les enfants du monde, si quelqu'un te dit de venir avec lui, ne le suis pas. Elle croit qu'elle va participer à la recherche du petit chien qui a disparu, mais c'est elle qui va disparaître. On sait qu'une enfant a été enlevée, mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi elle a été enlevée, et on continue à espérer qu'on va la retrouver vivante. Peut-être le conducteur est-il gentil avec elle. On ne sait pas ce qu'il veut faire d'elle, tandis qu'il roule en sa compagnie comme s'il avait pris une autostoppeuse. Se rend-il compte seulement qu'il a affaire à une gamine ? À la hauteur du carrefour dit de la Pomme, le véhicule conduit par le ravisseur heurte de plein fouet le véhicule conduit par M. Martinez. Le véhicule fait un tête-à-queue, est endommagé, et au lieu de s'arrêter, le conducteur prend la fuite. Monsieur Martinez ne peut pas repartir, sa voiture est trop accidentée, la carrosserie frotte contre la roue. Poursuivez-le. Un automobiliste qui est en compagnie de sa femme, M. Aubert, va le prendre en chasse. Il le poursuit. Et à un moment donné, il voit ce véhicule qui s'arrête. Et il voit descendre le conducteur qui tient à la main une petite fille et qui se précipite dans les fourrés pour se dissimuler. Ils échangent quelques paroles. Monsieur Aubert lui dit de revenir, que c'est rien, ce n'est qu'un accrochage. Et lui répond « Allez, je viens ». Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, Monsieur Aubert a le temps d'enregistrer le numéro minéralogique du véhicule du ravisseur. On sait, grâce à Monsieur Aubert,
À qui appartient le véhicule? Sur le moment, les époux Aubert, ils se préoccupent pas trop finalement de cet individu qui s'enfuit avec une enfant à la main. C'est peut-être un père avec sa fille ou un frère avec sa sœur. Les époux Aubert vont revenir un instant après en disant à M. Martinez, il s'est arrêté un peu plus loin au bord de la route, il s'est enfui dans les forêts avec un enfant, et voilà le numéro d'immatriculation de la voiture, 1369 SG06. Et l'affaire pourrait en rester là. Sauf que l'inquiétude, elle est quand même dans le cœur des parents. Pierre Amblat vient de constater que sa fille a disparu. Il court au commissariat. Là, on ne le prend pas au sérieux. À dire vrai, la police ne s'inquiète pas tout de suite. Il va alors à l'évêché. Il est 13h. L'affaire commence. Ardouin sur Europe 1. Robert Cessieux sur RTL, Paul Georges sur Radio Monte-Carlo, ne cessent de raconter l'enlèvement de la petite fille au chien noir. Toute la cité phocéenne est paralysée par la crainte d'apprendre le pire. À l'époque, moi j'ai été jeune journaliste au Méridional. Je suis allé effectivement dans une cité où habitait Pierre Amblat et sa petite Marie-Dolores avec toute sa famille. Et nous-mêmes, journalistes, on est citoyens avant tout et on s'est mis à chercher cet enfant un peu partout. Tout le monde sait qu'on a enlevé une petite fille, une petite Marseillaise, dans une cité pauvre. Les policiers vont enquêter dans la cité Sainte-Agnès, vont prendre le témoignage d'un carrossier qui s'appelle M. Eugène Spinelli et qui pense qu'il a peut-être vu la scène de l'enlèvement. Il a vu un adulte monter dans une voiture grise avec une fillette. Dans son esprit, il pense que c'est une 511-100. Les gendarmes sont rejoints par deux individus, c'est M. Raoult et M. Gazon. Tous les deux travaillent à la Champignonnière. Et ils racontent aux gendarmes une scène qui les a surpris parce qu'elle ne leur paraît pas vraisemblable. Un individu, disent-ils, nous a demandé de l'aider à désembourber sa voiture, une Peugeot de couleur grise. Il avait plu la semaine avant. Il y a beaucoup de boue dans la Champignonnière et comme ça monte beaucoup, les roues de sa voiture patinent. Donc ils vont accrocher sa voiture à un tracteur et le sortir. Cet individu, on l'a aidé à désembourber son véhicule, mais franchement, l'explication qu'il nous a donnée pour expliquer son embourbement ne nous a pas du tout satisfait. On veut vous fournir ces explications parce qu'on trouve que son attitude était vraiment très étrange. À la fin de la journée du mardi 4, la police piétine. Elle est complètement enlisée dans l'affaire. Les époux Aubert aussi écoutent la radio. Et à un moment donné, ils entendent parler de l'enlèvement de cette petite fille. Et ils font le rapprochement entre l'enlèvement et l'incident qu'ils ont eu avec le conducteur du véhicule qui s'est enfui en tenant par la main une petite fille. Monsieur Aubert et Monsieur Martinez vont évidemment faire le rapprochement en voyant que la voiture qu'on signale sur l'enlèvement a la même couleur, qu'elle venait forcément de Marseille et que donc ils ont peut-être vu une scène qui se rapporte à cet enlèvement. Que voulez-vous que fassent les policiers à ce moment-là? Ils ont un signe de piste qui est extraordinaire. Ils se rendent immédiatement sur les lieux. Le capitaine Gras de la compagnie d'Aubagne va réunir 50 gendarmes et des fouilles vont commencer à la fois dans la Champignonnière et entre la Champignonnière et le lieu où la petite fille a disparu. Et là, ils vont découvrir l'horreur. Une horreur qui va bouleverser la France entière. Le cadavre de la petite fille gît à l'endroit où l'homme au chien noir l'a entraîné.
À l'aplomb de l'endroit où les époux Aubert l'ont vu monter dans les fourrés, des gendarmes vont trouver le corps de la petite fille qui a été tuée donc à cet endroit. Ce cadavre est couvert de sang. Il porte des blessures au cou et à la tête. Il est recouvert de branchages épineux. On retrouve une chaussure qui appartient à Marie Dolorès et 2 pierres tachées de sang. Des pierres qui ont servi à frapper sur la tête de l'enfant. Les gendarmes étaient pâles. On se souvient de ces corps livides avec la terreur qui s'inscrit dans la lueur du regard. Et c'est ce qui me marque le plus. Ce sont ces souvenirs très forts parce qu'ils disent plus que des mots. On a retrouvé dans la champignonnière un pullover rouge. Le fameux pullover rouge qui occupe pour l'instant dans l'affaire une place tout à fait anecdotique. Il faut le reconnaître, la police est elle aussi bouleversée par cet assassinat. Et elle veut vraiment arrêter le plus rapidement possible l'assassin. Comment va-t-elle faire? Mais elle a un moyen qui est évident, c'est le numéro d'immatriculation du véhicule de l'homme au chien noir. Il est facile aux policiers de retrouver son adresse et de se rendre chez lui, à Nice. Et là, quand ils sonnent à la porte, et ils sont d'abord reçus par la maman, et puis ils découvrent un jeune homme tout gentil qui reconnaît bien volontiers être le propriétaire du véhicule, mais qui se dit absolument étranger à tout enlèvement, à tout crime. Il concède l'accrochage. Bon. Donc, ce fait est établi. Il va concéder qu'effectivement son véhicule s'est enlisé dans la champignonnière et qu'il est resté là un moment avant qu'il puisse être dégagé. Mais il nie complètement avoir été vu des époux Aubert. Oui, mais sur le parking de son immeuble, il a oublié qu'il y a son véhicule. Et la première chose que les policiers font, c'est de se précipiter pour fouiller ce véhicule. Et voici exactement ce qu'ils découvrent dans le véhicule. Alors d'abord, ils trouvent un pantalon d'homme taché de sang. 2 cheveux. L'un sera attribué à la petite victime, l'autre ne le sera pas. Un jerrycan et un couteau de marque Opinel. Il a déjà contre lui, vous me l'accorderez, de sérieuses charges. On le conduit de Nice à l'hôtel de police de Marseille, qu'on appelle l'évêché, qui n'a rien à voir avec un lieu épiscopal. Après avoir longé les couloirs vétustes de l'hôtel de police, dans le vieux quartier du Panier, on entre maintenant dans la pénombre de la garde à vue. Christian Ranucci arrive, conduit par l'inspecteur de police Fratacci, jusqu'au local où il va être interrogé. Là, Christian Ranucci rencontre un policier d'une sacrée envergure, le commissaire Alessandra. C'était vraiment un commissaire très, très attentif, très sérieux, qui s'est appliqué à faire les choses en fonction de la loi et qui s'y est tenu. En tout cas, le commissaire Alessandra, lui, il en fait une affaire personnelle. Il est malheureux comme un père de savoir qu'une petite fille a été tuée. Et il veut vite confondre l'assassin. Le premier tête-à-tête entre lui et Christian Ranucci est un tête-à-tête négatif. Il y a un nombre incroyable de journalistes, il y en a peut-être une trentaine qui sont quasiment derrière la porte où Christian Ranucci est interrogé par les policiers. Et les informations qui filtrent, c'est que Christian Ranucci continue, contre vents et marées de l'évidence, de nier. Les policiers sont mis en demeure, en quelque sorte, par l'opinion publique, de trouver très rapidement cet assassin d'enfants, de le déférer à la justice, afin qu'il soit condamné dans les plus brefs délais. Le temps passe, la garde à vue, elle est de 48 heures. Et tout le monde se demande, mais est-ce qu'il va continuer à nier jusqu'au bout ? Le commissaire Alessandra n'en peut plus. Il faut dire qu'il a affaire quand même à un client qui résiste. On fait venir les époux Aubert. Christian Ranucci va
Oui, il va tout avouer. Lorsqu'ils ont été confrontés à Ranucci, Madame Aubert s'est adressée à Christian Ranucci en disant arrêtez de dire que c'est pas vous, vous êtes un menteur, on vous reconnaît. Et c'est là que Christian Ranucci a avoué devant une femme. Attention, il va avouer sa vérité. Et voici ce qu'il va dire au policier qu'il enregistre méticuleusement. Il va raconter que lui, le grand petit garçon qui vit avec sa maman, il est allé se promener du côté de cette cité, qu'il a vu une petite fille et qu'il voulait faire finalement un tour avec elle. Et qu'il n'avait l'intention de lui faire aucun mal. Il ne s'en rendait pas compte de la gravité de ses actes et puis dans sa psychologie, il y avait des raisons. En fait, lui, il considère, et j'ai tendance à le suivre, que c'était un accident. Il ne s'agissait pas d'un meurtre ni d'assassinat, mais d'un accident. Ranucci a expliqué dans ses premiers aveux qu'il était venu à Marseille pour rendre visite à un copain de régiment qui habite à 600 mètres à vol d'oiseau de la cité Sainte-Agnès où a eu lieu l'enlèvement. Et il m'avait demandé de descendre avec lui à Marseille pour voir nos collègues de l'armée, quoi. Ça laisse entendre qu'il avait peut-être une idée de préméditation. Quand il est venu me chercher, il m'a dit bon ben voilà, c'est aujourd'hui, on y va. J'ai dit non, moi je ne peux pas y aller maintenant, c'est pas possible. Ce soir je travaille, enfin je sais pas ce que je lui avais dit, j'avais sorti une vanne. En fait j'avais une partie de poker à faire. Il a voulu s'appuyer sur lui pour devenir adulte. Et d'ailleurs adulte pour lui c'était peut-être une virée, les filles, le poker, enfin vous voyez. Alors que tout seul il se sentait très infantile. Il est parti en colère, je me souviens qu'il est monté dans sa voiture, il n'était pas content, il a foncé. Il dit qu'à un moment il est un peu perdu, il tombe sur des enfants en train de jouer dans la cité Sainte-Agnès. D'après un témoin qui a été retrouvé un peu plus tard, il surveille les enfants pendant une vingtaine de minutes. J'étais pizzaïeur, j'avais un camion de pizza, et tous les matins, je le nettoyais, je le préparais, en face de moi. J'ai remarqué ce monsieur. Alors, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain que les journaux en ont parlé. Et en plus, il y avait la photo dessus. J'ai reconnu Christian Ranucci, ouais, je l'ai reconnu. Et lorsque 2 de ses enfants s'en vont, il n'en reste plus que 2, Marie-Dolores et son petit frère, il décide d'enlever la petite fille. Il poste son véhicule en bas de la cité et va de suite s'adresser aux enfants en disant « J'ai perdu mon chien, est-ce que vous voulez m'aider à le chercher ?» Mais que si malheureusement il en est arrivé à la tuer, c'est parce que l'accrochage a eu lieu, la poursuite a eu lieu. Il n'avait aucune intention sexuelle vis-à-vis de cet enfant et qu'il comptait la ramener. Les époux Aubert crient vers Christian Ranucci. Il a la petite fille à la main, il l'entraîne dans les fourrés. Et là, il va se passer un événement qui va provoquer le passage à l'acte criminel, comme on dit. Il a eu l'accident, il s'est senti brusquement dans une situation impossible, en se disant « Mais on va me dire, mais pourquoi vous avez pris cet enfant, pourquoi vous l'avez emmené promener ?» La petite fille veut crier. Si elle crie, les époux Aubert vont l'entendre. S'ils l'entendent, peut-être vont-ils venir. Et là, il a eu une vague d'émotion, comme si il se sentait coupable vis-à-vis de sa mère. Christian Ranucci a peur, il est paniqué, il essaye de faire taire l'enfant, il lui serre le cou pour l'empêcher de crier, la petite fille essaye encore de crier, il serre, elle continue à crier, il prend une pierre, il tape sur la tête, le sang gicle, il prend son couteau dans la poche et il poignarde l'enfant, et l'enfant meurt, ensanglanté, torturé. Il dissimule le cadavre, il le recouvre de branchages épineux et il attend. Il ne l'a pas violé. Et c'est cela qui préoccupera tout le temps les enquêteurs et qui nous préoccupera tous. Il l'a tuée sans la violer, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un crime sexuel. C'est un type qui n'était pas arrivé à maturité sexuelle. Oh, il parlait jamais de femme, il y avait un côté un peu enfantin chez lui, pas enfantin, mais immature, quoi. Je ne pense pas, par exemple, qu'il ait eu une érection, une éjaculation, non, pas du tout. On a affaire à un rapt, mais qui s'est transformé, selon Christian Ranucci, en crime, parce que il y a eu ce dramatique accrochage, cette dramatique poursuite,
cette panique qui s'est emparée de lui et qui a transformé la petite fille qu'il tenait par la main en proie qui crie et qu'il faut faire taire. Christian Ranucci a dessiné un plan de la cité. On lui donne une feuille de papier, un crayon, et il se met à dessiner un schéma des lieux qui correspond parfaitement au lieu, puisqu'il y a à cet endroit un immeuble qui est long et mince, il dessine cet immeuble. Il y a une murette en bas de cet immeuble, il va la dessiner. Il va dessiner de l'herbe à l'endroit où il y avait de l'herbe à cette époque-là. Il va marquer rue qui monte à l'endroit où la rue est en forte pente. Il va marquer l'endroit par où il est parti, et tout correspond. Et il dit au policier qu'il a tué avec un couteau. Là, on arrive à un élément qui règle la question de l'innocence ou de la culpabilité dans le sens de la culpabilité. Après avoir tué la petite fille, Ranucci profite d'un moment où il n'y a pas de passage de voiture sur la route, certainement, pour remonter dans sa voiture. Là, il doit se rendre compte qu'il est taché de sang. Il faut qu'il se change, il faut surtout qu'il change la roue de sa voiture. Il voit un chemin sur la droite, il prend ce chemin, il tombe sur une champignonnière, il se cache de la champignonnière, va changer sa roue, va changer de vêtements, et va se débarrasser du couteau à 100 mètres de l'entrée de la champignonnière, à un endroit où, s'il n'avait pas donné l'indication aux policiers, aux gendarmes, on ne l'aurait jamais retrouvé. Christian Ranucci, par téléphone, va orienter les gendarmes vers l'endroit où il aurait, d'un coup de talon, dissimulé le couteau. Et les gendarmes retrouvent le couteau. Donc les policiers considèrent qu'à partir de ce moment-là, ils ont suffisamment de preuves, suffisamment d'indices, suffisamment de charges pour présenter Christian Ranucci à un juge d'instruction, Madame Hilda Di Marino. Madame Di Marino, c'est un sacré juge. Elle reçoit Christian Ranucci, qui est défendu par un avocat commis d'office. Eh bien, les choses sont simples. Christian Ranucci réitère chez le juge ses aveux. Donc, l'affaire, elle est en quelque sorte pliée. Christian Ranucci a avoué aux policiers. Entre-temps, il fera l'objet d'une expertise psychiatrique et il avouera aux experts psychiatres en leur donnant des détails très précis. Christian Ranucci leur a expliqué à plusieurs, en détail, tout ce qui s'était passé, selon sa version, sa première version. Il ne se sentait pas tout à fait coupable. Il croyait qu'il expliquait à des médecins qu'il avait été, en quelque sorte, saisi d'une émotion incontrôlable, mais dont on pouvait, en tout cas, surtout les médecins, l'excuser et le comprendre. Il a avoué chez le juge, donc il n'y a plus aucune raison de penser que cette affaire pourrait poser un quelconque problème. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le 27 décembre 1974, Madame Hilda Di Marino, premier juge d'instruction, reçoit dans son cabinet Christian Ranucci pour mettre un terme au dossier. Ce rendez-vous doit être un rendez-vous de pure forme. Christian Ranucci, qui est seul. On sent pendant toute la procédure et jusqu'au procès que les avocats sont convaincus que Christian Ranucci est coupable et ne veulent pas trop s'engager dans cette affaire. Ce garçon sera abandonné de ses avocats jusqu'au procès quasiment, où il sera admirablement défendu par Maître Le Forcenet du reste. Maître Le Forcenet le connaît très bien et l'a très bien compris. Il l'a suivi au début où Christian Ranucci se livrait plus. Madame Di Marino n'en revient pas. Christian Ranucci la regarde et lui dit, je cite parce que la phrase elle est extraordinaire, « Je suis complètement innocent. Au début, dit-il, j'ai cru moi-même que ma culpabilité était possible. » Et voilà. À partir de cette déclaration, le
nouveau Christian Ranucci est né. Il est innocent. Il n'a rien fait. Ses aveux, la violence des policiers. Voilà. Il n'a pas été frappé, mais on peut dire qu'il a été soumis à des pressions psychologiques fortes. Ils l'ont poussé jusqu'à l'épuisement, comme ils le font pour beaucoup d'autres criminels. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. Mais enfin quand même, il a avoué 3 fois chez les policiers. Allez, on va accepter qu'il aurait pu être violenté. Chez le juge, allez, on va accepter que Mme Di Marino aurait pu exercer sur lui une autorité morale qui lui aurait fait peur. Mais chez le psychiatre, chez le professeur Sutter, est-ce qu'on peut imaginer qu'un professeur de médecine, expert en psychiatrie, va extorquer des aveux à un accusé qu'il est chargé d'examiner, et ce, d'autant plus que le rapport de ce médecin n'est pas du tout accablant pour Christian Ranucci. Il semble plutôt le présenter comme un déséquilibré qui aurait droit à notre compassion plutôt qu'à notre sévérité. Il a un rapport fusionnel avec sa mère et un rapport émotionnel qui est l'origine de tous ces problèmes. Les psychiatres ont toujours été étonnés que les avocats n'aient pas saisi la balle au bond et n'ont pas présenté le problème comme il est en réalité, c'est-à-dire une vague émotionnelle sans relation sexuelle du tout, sans intention sexuelle, sans intention mauvaise. Il ne voulait pas faire du mal à l'enfant, il voulait qu'elle ne crie plus. Eh bien pourtant, à partir de ce moment-là, et comme une espèce de folie flamboyante, Christian Ranucci va, avec une certaine forfanterie, même qui, à mon avis, comptera dans la condamnation qui sera prononcée contre lui, s'affirmer complètement innocent. Il a fait un retournement. À un psychiatre, il a bien expliqué avec tous les détails. Et puis l'autre, le voyant 8 jours ou 15 jours après, il a commencé à changer de version. Mais il a changé de version sous la pression de l'opinion publique et de sa mère. Les écoutes de parloir, on peut l'allumer et tout le monde peut écouter. Parce qu'il y a l'interphone. Il y a eu 2 écoutes intéressantes. Le premier parloir de Madame Ranucci avec son fils. Les premières paroles qui ont été dites, ça a été « Mon petit, c'est bien toi qui as tué la petite ». À ce moment, il s'est mis à pleurer. Il a dit « Maman, je te demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris ». Quelque temps plus tard, la mère lui a dit « Mon petit, il va falloir nier. Tu as le même groupe de sang de la petite. Il faut nier ». Mais il va reconnaître 3 choses importantes. Il va dire « Je reconnais que j'ai dessiné le plan que vous me présentez de l'endroit où je me suis rendu à Marseille. Je reconnais que c'est moi qui ai indiqué aux policiers où se trouvait le couteau, qui m'appartient. Et je reconnais qu'on a retrouvé un pantalon taché de sang dans ma voiture. » Un incident qui paraît anodin, mais qui, après le procès, prendra une dimension fétichiste, va se produire. Les fonctionnaires de l'évêché ont reçu des déclarations de personnes qui se plaignaient des agissements d'un pédophile dans la cité des Cerisiers, qui s'était livré à des attouchements sur 2 sœurs, et cet homme était vêtu d'un pull au vert rouge. Et comme on a retrouvé un pull au vert rouge dans la Champillonnière, il est tout à fait normal qu'on essaie de faire un rapprochement entre 2 affaires qui ont la même connotation pédophile. Christian Ranucci n'a pas été reconnu comme étant l'homme qui s'est livré à des actes pédophiles dans cette cité des Cerisiers. Alors au mois de juin 1975 apparaît un nouveau témoin. Une dame Mattei prétend qu'un individu aurait importuné des enfants. Sa fille et une copine à sa fille ont été abordés le samedi où il y a eu l'affaire des Cerisiers, dans leur cité des Tilleuls, par un homme qui avait un pull au vert rouge, une 511 et qui avait utilisé le stratagème du petit chien qui était perdu. Elle dit que l'homme était grand, roulait les airs et avait un pull au vert rouge à col roulé. Lorsqu'elle est entendue par la substitut, elle dit que l'homme était petit, il ne roulait plus les airs, il avait l'accent marseillais et le pull n'était plus à col roulé, il était ras du cou. Et lorsqu'elle est entendue par l'inspecteur divisionnaire Porte, elle dit que ce pull était rouge bordeaux. Les 9 et 10 mars 1975,
le procès de Christian Ranucci va s'ouvrir devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, présidée par M. Antonat. Christian Ranucci va répondre sous une tempête médiatique de l'assassinat de la malheureuse Marie Dolores. C'était chaud. C'était très chaud parce que l'opinion publique s'était massée devant la cour d'assises et donc les avocats de Ranucci étaient très mal considérés. Ils essuyaient des colibés, des injures au passage. Ils devaient se frayer un chemin dans la foule. La foule criait à mort Ranucci. On ne sait pas aujourd'hui ce que pouvait signifier une audience où la tête d'un homme allait être demandée. Et c'est dans cette ambiance, l'appel au meurtre judiciaire, il faut bien le dire, la presse tout entière n'avait pas encore été acquise à l'idée de l'abolition de la peine de mort. Et il y avait très peu de journaux qui étaient favorables à la clémence. Il y avait une forte réprobation sociale. Et nous étions, nous, les dépositaires de cette réprobation sociale, de cette indignation du public qu'il nous fallait bien retransmettre le lendemain dans nos colonnes. Je veux simplement revenir sur un témoin dans ce procès. C'est Madame Mattei, puisque c'est le témoin du pull au vert rouge. Elle avait laissé entendre l'idée que peut-être on prenait Christian Ranucci pour l'homme au pull au vert rouge. Ce qu'elle n'avait pas dit, et qu'on lui fera dire en l'interrogeant en cour d'assises, c'est qu'elle a rencontré Madame Ranucci à la prison, parce qu'elle aussi est mère de prisonniers. Et ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que Madame Ranucci lui avait donné de l'argent. Son témoignage, donc, n'a pas fait beaucoup de poids devant la cour d'assises. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'exploitation romanesque, talentueuse, qu'a pu en faire Gilles Perrault. Tout l'argument du pull au vert rouge, dont on a du reste au procès pratiquement pas parlé, repose sur le témoignage d'une femme qui a été récupérée par Madame Maton, la mère de Christian Ranucci, et Madame Maton lui a donné de l'argent. Et puis alors à l'audience, vraiment, ce témoin s'est effondré. Alors, il faut quand même dire certaines choses sur ce procès. Il a duré 2 jours avec le temps pris pour les plaidoiries, pris pour les suspensions d'audience, pris pour le délibéré. Et je revois, alors qu'on attendait dans la salle des pas perdus et que la nuit était tombée sur le palais de justice et que le lieu n'était éclairé que par les projecteurs des caméras, donc une lumière fragmentaire qui éclaire d'un côté et plonge le reste dans la nuit, je revois la foule qui attendait dans la salle des pas perdus. Ranucci avait plaidé l'acquittement. L'avocat général avait requis la peine de mort et on était donc dans l'attente de savoir si la cour d'assises allait le condamner à mort ou l'acquitter. On savait quasiment qu'il serait condamné à mort. Le jury semblait tellement prolonger la foule dans une espèce d'harmonie vengeresse. Mais ce qui m'avait frappé, c'est l'unanimité apparente des magistrats, de la foule, des journalistes aussi, et puis du public, pour condamner Ranucci, dont on savait qu'il était coupable. Qu'il y avait peu d'espoir pour l'homme à la croix, car Ranucci portait une grande croix sur lui de sauver sa vie. Ça avait une valeur symbolique entre Christian Ranucci et sa mère. Elle lui dit « Tu es crucifié comme le Christ ». Ils ont mal mesuré l'influence que ça pourrait avoir sur les jurés et sur l'opinion publique. Quand la sonnerie a retenti, M. Antonat a dit d'une voix presque indifférente, la cour et le jury ont répondu oui à la question de la culpabilité, vous êtes condamné à la peine de mort. Vous aurez la tête tranchée. Et là, d'un coup, un silence s'est abattu sur la cour d'assises. On n'a pas du tout fait cas du profil psychiatrique de Ranucci et c'est dommage. Il interprète mal la réalité, mais il la comprend. C'est pas un type qui délire, qui croit qu'il est l'archange Gabriel et qu'il emmène la petite fille aux cieux. Non, pas du tout. Ranucci, je sais, par les archives de la police, que c'était un récidiviste qui avait déjà agi à Nice. Il n'en était pas du tout à son coup d'essai. Non seulement il a poursuivi un petit garçon dans un garage. Il y a l'affaire d'un petit enfant de 5 ans
qui a été entraîné par un inconnu dans un garage souterrain, l'a laissé repartir en disant « je reviendrai le lendemain ». Le lendemain, le gamin a désigné un jeune homme qui regardait les boîtes aux lettres. Cet homme est parti en courant, ils n'ont pas réussi à le retrouver. Et ils ont reconnu formellement Ranucci sur la photo qui paraissait sur Nice Matin et lorsqu'il aura été présenté dans le cabinet de la juge lors d'un tapissage. Ensuite, il a essayé une seconde fois d'emmener un enfant. La deuxième affaire, c'est l'affaire d'une petite fille qui revient d'un cours de danse un soir avec une copine. Et la mère l'attend à la fenêtre du premier étage. Et là, la mère observe le manège d'un jeune homme qui les surveille. Lorsque les deux petites filles se séparent, la petite fille en question monte dans l'immeuble. Et là, la mère voit le jeune homme se jeter en courant derrière elle. Donc, elle ouvre la porte, elle se retrouve nez à nez avec un individu. Elle le reconnaît formellement sur la photographie qui est sur Nice Matin. On retrouve le même mode opératoire que celui de la cité Sainte-Agnès. C'est-à-dire que Ranucci surveille les enfants jusqu'à ceux qui se séparent. Et lorsque les enfants se séparent, il décide de passer à l'attaque sur un de ses enfants qu'il a choisi, quoi. Dire aujourd'hui que Ranucci était un angelot, c'est le méconnaître. Quand j'interroge son compagnon de chambre, qu'est-ce qu'il me dit? Que Ranucci est un homme qui se taisait. On était militaires en Allemagne, ça s'appelait Wittlich. Un samedi soir, ils étaient au restaurant, et puis au milieu du repas, il s'était levé, il s'était caché, enfermé dans les toilettes. Et puis, il est resté enfermé dans les toilettes, bien que les autres viennent taper à la porte, les laisser sans réponse, etc., quoi. Jusqu'à ce que le patron de l'établissement défonce la porte des toilettes et découvre Ranucci silencieux et imperturbable. Il a eu, sans raison, sans avoir absorbé de drogue ni d'alcool, une vague émotionnelle telle qu'il s'est terré dans un coin d'un water pendant 1 heure ou 2 et il est sorti de cette émotion absolument perturbé, comme il est sorti de la vague émotionnelle qui l'a amené à tuer la petite Rambla, complètement perturbé. Il avait eu une enfance très difficile, une mère qui se prostituait, un père absent, une mère surprotectrice. On ne comprend pas Ranucci sans sa mère. Il a un rapport fusionnel avec sa mère qui est un rapport émotionnel qui est l'origine de tous ses problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger si, par hasard, quand il a tué la fillette, il n'a pas songé à tuer un peu l'image de la mère, quelque part, pour s'en extraire, elle qui le surprotégeait? Dès l'âge de 3 ans, sa mère et son père se sont séparés. Sa mère a commencé à lui expliquer qu'il avait un mauvais père, qui était un voyou, qui risquait de l'enlever. Il fallait donc se cacher, il ne fallait pas dire à ses copains où il était, etc. Christian Ranucci, il est victime de n'avoir pas eu de père, ou plutôt d'avoir un père fantasmatique décrit comme mauvais. Il ne m'a jamais parlé de son père. Je savais que ses parents étaient divorcés, qu'il vivait avec sa mère, mais bon, sur son père, il ne m'a jamais rien dit de spécial. Rien dit du tout, même. Ce que racontait madame la mère de Ranucci, c'était complètement faux. Le père n'a jamais essayé ni de le revoir, ni de s'en occuper, ni de l'enlever, ni de rien du tout. Il est parti et puis s'en est plus jamais occupé de sa vie. Même quand il a été condamné, le père ne s'est pas manifesté, n'est pas intervenu. Donc le père est absolument absent. Il n'est pas méchant, il est absent. Mais la mère en avait fait quelqu'un de méchant. Il tenait tête aux hommes, comme il avait fait à l'armée à ses supérieurs, mais il était très faible devant les femmes. Lorsque les femmes faisaient preuve d'autorité devant lui, il avait tendance à se comporter différemment. Tout se passe comme si sa mère lui avait construit un univers qui n'était pas l'univers du réel. D'ailleurs, elle a fait vivre dans un univers fantasmatique. À l'armée, on aurait pu détecter un truc chez lui, quoi, un problème. La version réelle des faits n'a pas été vraiment expliquée par les psychiatres, n'a pas été vraiment plaidée par les avocats. Donc les jurés, eux, on ne leur a pas expliqué, les magistrats ne l'ont pas expliqué, les avocats l'ont pas expliqué, la presse n'a pas expliqué que, en fait, Christian Ranucci jouait un bon enlèvement. Il était le bon grand frère qui venait chercher un enfant, qui l'emmenait, qui le promenait et le ramenait à son père. Et d'ailleurs, il a eu l'impression qu'il allait être accueilli en héros parce qu'il s'est dit que les parents allaient avoir peur de l'enlèvement d'un pédophile et que quand il reverrait Christian Ranucci, qui n'était ni pédophile ni pervers, il allait être bien accueilli, sinon félicité. C'était les fantasmes d'un enfant de 12 ans, ou même peut-être plus petit.
il n'est pas certain qu'il l'aurait tué si la gosse n'avait pas eu peur et si elle n'avait pas eu l'accident d'auto. Et puis, il y aura ce petit matin où, à la maison d'arrêt des Baumettes, les bois de justice seront dressés et Christian Ranucci ira sous le couperet pour y perdre la tête sans avoir crié avant à ses avocats « Réhabilitez-moi ». La nuit de l'exécution, j'étais là. Il n'y a jamais eu de « Réhabilitez-moi ». Rien ne s'est passé. Il est parti sans rien dire. Voilà. Voici ce qu'écrit l'avocat général, M. Viala, à l'intention du président de la République. Auteur d'un si grand crime, Ranucci ne pouvait, à mon sens, obtenir quelque indulgence qu'à la condition de le confesser publiquement et de s'en repentir sincèrement. Je pense, dit l'avocat général, c'est une opinion toute personnelle, que s'il l'avait fait, il aurait échappé à la peine capitale. Christian Ranucci, ce n'est pas aisément compréhensible ni pour les psychiatres, ni pour la société, ni pour les citoyens, parce que quand il y a un mari jaloux qui trouve sa femme au lit avec son meilleur ami et qui la tue, tous les hommes et toutes les femmes le comprennent, la justice les comprend, etc. Mais là, Christian Ranucci, c'était plus compliqué de comprendre, et ni le juge d'instruction, ni la cour d'assises, ni les avocats n'ont compris. Pour tuer un enfant, il faut avoir un problème, à mon avis, un sérieux problème. On pourrait penser que c'est l'horreur du crime qui justifie l'horreur du châtiment. Là, c'est la mauvaise mise en scène de défense. Il niait les faits. S'il les avait reconnus, il aurait pu plaider la folie ou quelque chose. Enfin, on aurait pu lui trouver des circonstances atténuantes. Mais le système de défense qu'il avait choisi, c'était une impasse, quoi. C'était une impasse comme les toilettes de ce restaurant en Allemagne, quoi. On aurait pu croire cette affaire ensevelie dans le panier de son des condamnés à mort. Eh bien, pas du tout. Parce que la peine de mort avait cette particularité de faire entrer le condamné dans un autre territoire. La dimension du châtiment capital donnait à la mémoire de l'accusé tous les droits de se défendre, comme si l'excès de la mort infligée offrait un territoire de rédemption au décapité, à sa famille, à ses avocats. L'élite intellectuelle, les écrivains, tout ce que la France compte d'élus de gauche, sont tombés sur nous, journalistes qui avions essayé de faire notre travail aussi. On a été pris dans une sorte de rouleau compresseur médiatique qui essayait de retricoter l'histoire à l'envers pour donner à penser que Ranucci n'aurait jamais dû être exécuté parce que c'était un innocent, ce qui est faux. Et surgira le talent de Gilles Perrault, qui écrira Le pull au vert rouge, où il défendra la thèse que Christian Ranucci serait innocent. Je dois dire que c'est un livre d'un talent exceptionnel. Moi qui sais que Ranucci était coupable, j'ai été ébranlé à la fin du livre. Thèse qui ne tient pas compte tenu des arguments que j'ai évoqués. Le couteau qu'il a enterré et qu'on découvre, les 2 employés de la champignonnière, les taches de sang, ses aveux. Les partisans de l'innocence de Christian Ranucci vont s'appuyer sur des arguments faux. On va dire que Jean Rambla a vu une Simca. C'est faux. Il n'a jamais pu donner une marque de voiture, il ne connaissait pas les voitures. On a affirmé que Eugène Spinelli, le carrossier, avait vu une Simca. C'est faux. Il n'est en aucun cas sûr de lui. Il dit lui-même qu'il était trop loin pour voir. Il a toujours dit aux policiers, cette scène ne m'intéressait pas du tout, elle était banale comme tout, je n'ai pas fait attention à la voiture. Il dit, c'est vrai que je pense que c'est une 511, mais comme tout un chacun qui ne fait pas attention à quelque chose, je peux me tromper. On dit que personne n'a vu Christian Ranucci sur les lieux de l'enlèvement. C'est faux. Il y a un témoin que la police n'a jamais entendu. C'est le pizzaiole. Il a vu Christian Ranucci et il a reconnu sa photographie dans le journal. En face de moi, j'ai remarqué ce monsieur. Il avait un petit blouson et ses lunettes fumées, là, toujours ses lunettes de vue.
Et je peux le reconnaître, quoi. C'était vraiment lui. On a dit également que les époux Aubert auraient menti parce qu'ils auraient déclaré avoir vu Christian Ranucci porter un paquet. Ils n'ont jamais déclaré ni à la police, ni au juge d'instruction que Christian Ranucci portait un paquet. Jamais. De suite après l'accident, les époux Aubert s'arrêtent à la gendarmerie de Roquevert, ont affaire à un gendarme qui leur dit « Je ne suis pas de permanence, aujourd'hui c'est pas moi, donc cette affaire je ne peux pas m'en occuper ». Le gendarme ne prend pas le témoignage de M. Aubert. De toute façon, ça ne changeait rien, puisque bon, ils ont coupé la tête de Christian Ranucci. À mon avis, on ne coupe pas la tête des gens, hein, bon, point barre. Mais bon, ils ont fini par l'admettre, tant mieux. L'affaire Ranucci a été en tout cas le drapeau rouge de la révolte contre la peine de mort. Ce n'était pas le premier combat des abolitionnistes, mais c'était une occasion inouïe pour eux, à travers le livre de Perrault notamment, de pouvoir créer une ambiance anti-peine de mort. Robert Badinter, qui a conduit l'abolition de la peine de mort jusqu'à son terme, s'est appuyé sur l'affaire Ranucci pour obtenir que le Parlement votât l'abolition de la peine de mort. M. Badinter est un homme estimable qui a accompli ce qu'il croyait devoir être sa conviction suprême. Je blâme ceux qui ont construit autour de lui une histoire tricotée de toutes pièces, tissée de mensonges, qui nous font passer pour des menteurs. Pourquoi a-t-il pu s'appuyer sur cette affaire dont vous avez pu vous rendre compte que les arguments en faveur de la culpabilité sont quand même assez évidents? Mais parce que, dans un monde relatif, le châtiment absolu n'est pas possible. Et quelle que soit la perfection d'un dossier, quelle que soit la méticulosité d'une enquête, quelle que soit la rigueur d'un travail scientifique, on est toujours dans le champ humain du relatif. Et quand le couperet tombe, on entre d'un coup dans le champ inhumain de l'absolu, de l'irréparable, de l'irrécupérable, de l'irréfragable, comme disait Victor Hugo. Et c'est parce que Christian Ranucci est entré dans ce champ de l'immortalité absolue que son affaire, quoi que l'on fournisse comme preuve, entre de fait dans le champ d'un débat, parce que des hommes tout à fait relatifs ont pu prononcer un châtiment tout à fait absolu. Et ceux qui ne peuvent pas admettre dans leur mental l'existence du crime, ces gens-là ont gagné. Si vous interrogez encore les gens sur Ranucci aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des doutes. Ils n'étaient pas coupables, comme si les jurés étaient des imbéciles. Mais j'aimerais pas être à leur place et me regarder dans la glace aujourd'hui en pensant à toutes les petites filles que Ranucci n'aura pas tuées, n'aura pas violées, n'aura pas salies, et à toutes les familles qu'on aura épargnées grâce à son exécution. Il y a des gens qui s'imaginent qu'en tuant les autres, ça va régler des problèmes, mais ça tient pas la route, ce genre de raisonnement. S'il n'y avait pas eu ce combat pour que la peine de mort soit abolie, s'il n'y avait pas eu ce dossier qui servait d'argument, mais le petit garçon qui avait grandi, le père qui avait vieilli, la mère qui s'était usée, aurait eu la paix. Ça a donné naissance, ça a donné lieu à toute une littérature, à des films, à des documentaires, à des séries télévisuelles qui sont autant de coups de poignard dans le dos d'une famille modeste, de boulanger, la famille de Pierre Rambla. Le fait que l'assassin de leur fille ait été condamné à mort les a enchaînés au combat pour l'abolition. Et dans cette tourmente, dans cette persécution, un enfant a grandi, qui est allé, hélas, lui aussi en cour d'assises. Le fils vient d'être condamné aux assises à une lourde peine de réclusion criminelle. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il n'a jamais pu se construire depuis cet événement tragique. Et c'est toute une famille qui a explosé et qu'on continue, nous, médias, nous, écrivains, nous, journalistes, de faire exploser. Et dans ce pays où
le moindre rhume de l'enfant a une signification dans l'enquête de personnalité et sur la condamnation qu'on va prononcer, eh bien on n'a tenu aucun compte dans le destin judiciaire du petit garçon qui a vu partir sa petite sœur, qui allait chercher le petit chien noir et qui a trouvé la mort. La mission d'un magistrat, c'est de faire éclater la vérité. C'était de faire dire à ce Jean-Baptiste Rambla, qui était traduit dans son box de la cour d'assises, « Monsieur, dites-nous ce que vous avez subi. Dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Dites-nous à quoi vous avez pensé quand vous avez tué cette malheureuse. Dites-nous pourquoi vous avez souffert autant. Pourquoi vous explosez aujourd'hui, 30 ans après. » On a trouvé dans ce passé, dans ce traumatisme, dans cette horreur, aucune explication à la folie qui s'est emparée de lui aussi. Il a commis un crime, lui aussi. Peut-être pour oublier tout ça, pour laver cette vision cauchemardesque de sa sœur qui l'appelle et qui lui dit « Mais où es-tu? Tu devais me défendre, tu ne m'as pas défendu. Tu es parti. Pourquoi? Tu m'as laissé avec le méchant. » Voilà ce qu'il se dit, ce gamin. Voilà pourquoi il a tué. Ah, la justice! Elle a condamné Christian Ranucci à mort, mais elle a condamné cette famille à vivre.